Europe 1, bonjour, il est 6h. This is CNN Breaking News. Joe Biden annonce qu'il se retire de la course à la présidentielle. Cette annonce choque, mais finalement attendue. Joe Biden renonce à briguer un deuxième mandat présidentiel. Il dit désormais soutenir sa vice-présidente Kamala Harris. Elle se dit prête à remporter l'investiture démocrate et à battre Donald Trump. Mais rien n'est fait encore. Les détails avec la correspondante d'Europe 1 à Washington, Anne Toulouse. Le député insoumis Thomas Porte met une cible dans le dos des athlètes israéliens. L'indignation du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Thomas Porte a déclaré que les athlètes israéliens n'étaient pas les bienvenus au JO à Paris. Et à 4 mois de la cérémonie d'ouverture, Emmanuel Macron s'invite au village olympique. Il est attendu sur place à 10h15 ce matin. Le chef de l'État, silencieux depuis plusieurs semaines, il occupe de nouveau le terrain. Et puis qui arrêtera Tadej Pogačar? Le Slovène a remporté hier son 3e Tour de France. Il réalise même un doublé historique après s'être imposé en mai sur le Giro, le Tour d'Italie. Ce n'était pas arrivé depuis 1998. Europe 1. Le journal Émilie Dez. Bonjour Émilie. Et bonjour Sébastien, bonjour à tous. Joe Biden a promis d'expliquer sa décision dans la semaine. À 4 mois de l'élection présidentielle américaine, il a finalement décidé de jeter l'éponge. Joe Biden ne briguera pas de deuxième mandat. Une décision historique mais pas totalement inattendue. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les électeurs accueillent le retrait de Joe Biden avec philosophie et même avec une certaine satisfaction. Oui, je suis allée à la rencontre d'électeurs sur un marché de Los Angeles, et même si beaucoup de personnes à qui j'ai parlé me disaient qu'elles étaient fatiguées de la politique et préféraient ne pas répondre, les discussions ici tournaient autour de cette décision de Joe Biden. Pour Marc, elle vient un peu tard. J'aurais aimé qu'il se retire plus tôt. Car la personne qui sera candidate n'aura pas beaucoup de temps pour faire passer son message aux Américains. John, lui, est plutôt irrité par cette décision qu'il voit comme un déni de démocratie. Des millions et des millions d'électeurs démocrates ont voté pour qu'il soit leur candidat. Et ils se retirent. On ignore leur volonté. Mais dans l'ensemble, les avis sont plutôt positifs. Et le nom de Kamala Harris est bien sûr souvent cité pour remplacer Joe Biden. C'est en tout cas la candidate que souhaite Lance. Je pense que le parti va s'unir derrière Kamala. Je suis enthousiaste, je vois un chemin pour aller de l'avant. Cette annonce a donné un coup de fouet aux électeurs et pour Julie, quel que soit le candidat, la priorité est de battre Donald Trump. Je préférais voter pour une serpillière que pour Donald Trump. Un reportage d'Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Et désormais, le camp démocrate s'active pour trouver un remplaçant à Joe Biden. Immédiatement après avoir annoncé son retrait de la course à la présidentielle, Joe Biden a fait savoir qu'il soutenait la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Les anciens présidents Bill Clinton et Barack Obama en ont fait autant. Mais Anne Toulouse, avant d'être officiellement candidate pour la présidentielle de novembre, Kamala Harris a encore tout un chemin à parcourir. Ce n'est pas parce que Joe Biden a apporté son soutien à Kamala Harris qu'elle devient automatiquement la candidate. Elle doit être adoptée par la majorité des 4000 délégués du Parti démocrate. Cela peut se faire de 2 manières. Avant même la convention, le parti peut décider de s'aligner derrière la candidature la plus évidente, puisque Kamala Harris fait déjà partie du ticket démocrate. C'est l'hypothèse la plus probable, car les démocrates ont déjà eu leur compte de controverse. La seconde manière serait d'avoir ce que l'on appelle une convention ouverte, où plusieurs candidats solliciterait l'investiture. Beaucoup de grandes figures démocrates comme Nancy Pelosi ont fait savoir dans les jours précédents que cela donnerait davantage de crédibilité à Kamala Harris plutôt que d'avoir été poussée à la tête du ticket. Il faut se souvenir que la vice-présidente n'a jamais concouru dans une élection nationale. En 2020, elle avait été candidate mais s'était retirée avant le début des primaires parce que ses sondages étaient trop bas. Mais peut-on imaginer qu'à 4 semaines de la convention et à 100 jours de l'élection, ceux qui auraient pu être candidat il y a quelques mois aient le temps et l'envie de bâtir une campagne. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 à Washington. Et ce retrait de Joe Biden chamboule aussi la campagne de Donald Trump. L'ancien président américain va devoir revoir sa stratégie de campagne, jusqu'ici très focalisée sur l'état de forme de Joe Biden. Kamala Harris sera encore pire pour le pays que le président démocrate a déjà réagi son équipe de campagne. Donald Trump tiendra un nouveau meeting de campagne mercredi en Caroline du Nord. Et c'est dans ce contexte
contexte politique bousculé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rend à Washington. Il doit rencontrer le président américain demain, prononcer mercredi un discours devant le Congrès. C'est en tout cas ce qu'indiquait un communiqué du bureau de Benjamin Netanyahou avant le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche. Le Premier ministre israélien qui a annoncé l'envoi d'une délégation jeudi pour négocier un accord sur la libération des otages à Gaza, négociation sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Le lieu où se tiendra cette négociation n'a pas été précisé. À quelques jours maintenant de l'ouverture des Jeux Olympiques, le député LFI Thomas Porte crée la polémique. Les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus à Paris, c'est ce qu'il a déclaré lors d'un rassemblement en soutien au peuple palestinien. Des propos jugés irresponsables par le président du CRIF, dénoncés également hier par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le député de la France Insoumise met une cible dans le dos à ces athlètes israéliens. Ces relents d'antisémitisme dans ses propos sont évidents. Il n'attaque pas la délégation nord-coréenne ou iranienne. Il attaque sciemment, parce qu'ils sont juifs, les athlètes israéliens. Je veux dire mon dégoût devant cela et la protection entière qu'auront les athlètes israéliens, comme tous les athlètes bien sûr, mais particulièrement eux, leur dire la bienvenue. Merci. Bien sûr, on est fiers qu'ils soient là aussi et qu'ils puissent faire du sport et pas dans une option politique de violence montrer quoi que ce soit qui n'est pas conforme au pacte républicain. Le ministre Gérald Darmanin hier soir à la télévision. Et le village olympique, pendant ce temps, se remplit petit à petit. Il accueille déjà quelques 4400 athlètes. Des athlètes qui recevront ce matin la visite d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État est attendu sur place à 10h15. Il rencontrera notamment la délégation française, échangera avec les équipes de Paris 2024 et avec les forces de sécurité dédiées au village olympique. Jacques Serret, Emmanuel Macron s'était fait discret ces derniers jours. Il est de retour sur tous les fronts. Pour le président, ces Jeux revêtent une importance majeure. Présentée en 2015 sous François Hollande, la candidature de Paris a toujours été appuyée par Emmanuel Macron. Alors à l'approche du jour J, pas question de baisser la garde. Le président va poursuivre son implication et son engagement pour que ce soit une réussite, martèle son entourage. Ce matin, Emmanuel Macron se rendra donc au village olympique pour entamer une semaine qui sera quasi exclusivement consacrée aux Jeux. Jeudi, il recevra par exemple à déjeuner à l'Élysée des dizaines de chefs d'entreprise, les patrons de Tesla, Coca-Cola ou encore ArcelorMittal. Emmanuel Macron veut leur expliquer les choix qui ont été les siens, décrypte l'un de ses proches. Autrement dit, justifier la dissolution et surtout rassurer ses investisseurs étrangers. Ce sera un mini Choose France, se félicite-t-on à l'Élysée en référence au sommet annuel de Versailles. Et la diplomatie ne sera jamais très loin. 110 chefs d'État et de gouvernement assisteront à la cérémonie d'ouverture vendredi soir. Les JO seront un moment de fierté française, veut croire un proche du chef de l'État, oubliant déjà les divisions politiques que traverse le pays. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et des Jeux qui plombent le moral des restaurateurs parisiens. Désormais, et jusqu'à la cérémonie d'ouverture, la totalité des quais de Seine et le secteur de la Tour Eiffel sont en zone grise, autrement dit totalement inaccessibles, sans QR code, le fameux passe-jeu. Du coup, les terrasses sont désertées. Franck Delvaux est restaurateur et président de l'UMI Île-de-France, le syndicat hôtelier. C'est catastrophique. On pensait que ça allait être compliqué, mais pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, en zone grise, pour les bars, les restaurants, au mieux, les établissements perdent 30% de leur fréquentation, et au pire, on va jusque du moins 70, moins 80% de fréquentation. On se rend compte que les Français ne s'approprient pas le système, ils ne veulent pas revenir à l'époque du Covid, où on leur demande, pour avoir un QR code en zone grise, c'est une enquête administrative, il faut même une réservation pour aller boire un verre, et ça ne passe pas. On a même des retours d'hôteliers qui nous disent que les agences de tourisme étrangères disent non, c'est pas le moment, sauf si vous êtes passionné par les JO, c'est pas le moment d'aller à Paris, c'est trop compliqué. Les périmètres, les grilles sont là à minima jusqu'au 27. Ce qu'on demande, c'est qu'on arrive liquider le 27, et puis que dès que les JO sont finis, on fasse le bilan et qu'on n'attende pas 8 mois pour indemniser les établissements. Il faudra aller très vite. Le président de l'UMI en Île-de-France, interrogé pour Europe 1 par Yoann Madec. Et on passe au sport. Déjà vainqueur du Giro en mai, Tadej Pogačar a remporté le Tour de France hier. Le troisième, le Slovène, très en forme, a aussi gagné la dernière étape, un contre-la-montre entre Monaco et Nice. Sa 6e victoire cette année. À 25 ans seulement, Tadej Pogačar entre un peu plus au panthéon de son sport. Martin Lange.
Oui, en devenant tout simplement le plus jeune vainqueur de 3 Tours de France devant Eddy Merckx et Bernard Hinault, rien que ça. Bernard Thévenet, lui, s'est arrêté à 2 et il est bouche bée devant la domination du Slovène. Pogačar était tellement fort qu'on a compris que ça serait très compliqué pour ses adversaires. Il me fait penser à Eddy Merckx, c'est un coureur qui court très bien tactiquement, qui sait profiter des lacunes de ses adversaires. C'est un gagneur, quand il prend le départ d'une course, il n'imagine pas autre chose que de gagner. Pogačar qui a déjà levé les bras 21 fois cette saison, aussi bien sur des classiques, les Strade Bianchi, Liège-Bastogne-Liège, que sur les grands tours. Il est d'ailleurs devenu hier le premier à réaliser le doublé Tour d'Italie, Tour de France depuis Marco Pantani. C'était au siècle dernier, à une époque ternie par le dopage. Pogačar qui rêve de continuer sa moisson avec d'abord les Jeux dans 15 jours, puis les championnats du monde en Suisse en septembre. Il aura alors 26 ans et pourra s'attaquer aux autres records de Merckx et Hinault, les 5 Tours de France, les 34 étapes ou encore les 19 monuments. Et Martin Lange pour Europe 1. Et juste avant les JO, les performances de l'équipe de France de basket ne sont pas rassurantes. Les Bleus ont enregistré une 4e défaite consécutive hier, battue 83-82 par l'Australie sur un oubli défensif à 1 seconde de la fin. L'équipe de France, vice-championne olympique en titre, elle affrontera le Brésil au JO ce samedi au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Et puis lui aussi a de quoi être inquiet. Rafael Nadal a été battu sèchement hier en finale du tournoi de Bastad en Suède. Un tournoi qui se jouait sur terre battue. L'Espagnol, ancien numéro 1 mondial, n'est pas satisfait de son niveau, tellement loin, je cite, de ce qu'il devrait être à moins d'1 semaine des JO. Rafael Nadal, désormais 261e mondial, a pourtant fait des Jeux son objectif de la saison. Merci Émilie Dez, on se retrouve tout à l'heure.